Bonsoir à toutes et à tous, vidéo en décor naturel, vous avez de la chance. Et pour la dernière critique de l'année, je tenais à filmer dehors, tout comme les top films et séries que vous retrouverez demain sur la chaîne, filmés en décor naturel, luminosité. En plus, ça me permet de me balader un petit peu parce que là, pour les prochaines semaines, je vais me réenfermer parce que j'ai un paquet de boulot. Et donc, Périphérique, les mondes de Flynn, The Peripheral en VO. Alors, cette série est sortie maintenant il y a quelques semaines, elle s'est terminée il y a plus d'un mois et demi en arrière, mais comme vous le savez sur la chaîne, avec mes invités, on était énormément occupés au mois de juillet et d'août à vous parler des deux grosses séries Heroic Fantasy de l'année, à savoir House of the Dragon de HBO et Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir de Amazon Prime. Et pendant tout ce temps-là, j'ai pas pu m'occuper d'autres séries. C'est pour ça que ces dernières semaines, vous avez eu énormément de critiques à la fois de films et de séries que j'ai rattrapées. Et il y en a encore certains que j'aurais voulu rattraper, mais que j'ai pas eu, littéralement, j'ai pas eu le temps. Et vous les aurez en janvier, février et le reste de l'année 2023. Et donc, Périphérique, je tenais absolument à le regarder pour voir si ça ferait partie de mon top 10 des séries de l'année. Bah, ça, vous le découvrirez demain. Demain, vous aurez 3 vidéos, et oui, 3 vidéos, ce qui ramène, en comptant les lives, à 30 vidéos et lives confondus pour le mois de décembre. 30 sur 31 jours, c'est quand même ultra chargé. Et je vous dirai donc ce qui va se passer au mois de janvier. Alors, The Peripheral avec Chloé Grace Moretz et Jack Raynor. Chloé Grace Moretz, je ne vous la présente plus. Quant à Jack Raynor, vous l'avez peut-être vu dans Midsommar. Moi, je n'ai pas vu Midsommar. Enfin, j'ai vu des extraits, mais c'est pas mon délire. Par contre, je l'avais découvert dans Transformers 4. Bon, pas forcément son meilleur film, mais ce sont eux qui tiennent les rôles principaux. Donc, elle qui joue Flynn et lui qui joue son frère Burton dans un futur proche, en 2032. Ce sont deux frères et sœurs dont la mère a un état de santé plus que catastrophique. Elle a un cancer, elle est en phase terminale, elle n'en a plus que pour quelques semaines à vivre. Et donc, dans ce futur proche, la réalité virtuelle est très développée et eux, ils gagnent leur vie avec ça en jouant à des jeux en ligne en réalité virtuelle. Ça leur fait gagner énormément de milliers de dollars. Et un jour, ils vont être contactés par une société assez mystérieuse. On ne sait pas trop qui sont-ils, on sait qu'ils sont basés dans un autre pays d'Amérique du Sud, qui vont leur envoyer un casque de réalité virtuelle un peu particulier. Et ils vont s'apercevoir qu'en réalité, cette simulation dans laquelle ils doivent rester le plus longtemps possible pour gagner de l'argent, bah, cette simulation, c'est la réalité. Mais pas leur réalité, et pas la réalité de leur époque, mais une réalité parallèle en 2099, donc près de 70 ans dans le futur. Et ils vont se retrouver dans un conflit entre on va dire deux organisations pour la réorganisation du monde. Et ils vont apprendre que pendant ces 70 ans qui les séparent de leur présent et de ce futur, eh bien, il est arrivé ce que eux, dans le futur, appellent le jackpot, qui est en réalité l'apocalypse. On va justement savoir de quel apocalypse s'agit-il, avec 7 milliards d'humains sur les 8 qui ont disparu, qui sont morts, et on va en apprendre plus sur ce futur où la technologie a dépassé. C'est énormément de robots à l'intelligence artificielle extrêmement bien élaborés, et eux vont être pris dans ce conflit. Et à chaque fois qu'ils vont se connecter avec ces casques de réalité virtuelle, ils vont intégrer un corps qui est exactement comme le leur, un corps synthétique qui est identique au leur, mais qui est un corps périphérique. Voilà, c'est un périphérique, et ils vont intégrer leur conscience dans ce corps pour pouvoir se déplacer dans ce futur et ressentir toutes les émotions qu'ils ressentiraient. Mais en même temps, le futur va leur envoyer des tueurs dans le présent pour tout simplement les empêcher d'aller au bout de leur mission et de découvrir la vérité. Voilà pour le synopsis sans spoilers. Et je vais rien vous spoiler dans cette vidéo si ce n'est l'apocalypse, pour vous dire quelles sont les causes de l'apocalypse, mais c'est vraiment une série qui est ultra passionnante. Je me suis mangé les 8 épisodes en moins de 3 jours. C'était assez addictif. J'ai enchaîné beaucoup les épisodes. Les épisodes sont longs, mais on ne ressent pas la longueur. Les épisodes sont longs dans le sens où ils font 1 heure 10. Le plus court, c'est le dernier, 47 minutes. Le plus long, c'est parmi les premiers, je crois 1 h 12. Et c'est passionnant. Donc on en a pour plus de 8 heures. Il y a 8 épisodes, on en a pour plus de 8 heures. Et franchement, j'ai pas vu passer le temps. On sent que c'est une grosse introduction et que le meilleur va arriver par la suite.
Et c'est pas étonnant parce que ce sont Jonathan Nolan et Lisa Joy, donc le couple, hein, Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy, Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, ce sont eux qui sont les producteurs exécutifs de cette série, qui sont à l'origine de cette série, même si ce ne sont pas eux les showrunners, c'est Scott B. Smith qui est un inconnu, enfin il n'a pas fait grand-chose de très connu, mais il se base sur le livre de William Gibson. Et William Gibson, lui, il est connu dans l'univers du cyberpunk parce que oui, c'est une série cyberpunk et quand on parle de cyberpunk, c'est un genre à la fois littéraire, cinématographique. C'est pas seulement le jeu Cyberpunk 2077 ou la série d'animation. Le cyberpunk, c'est un petit peu comme le rétrofuturiste. C'est un genre littéraire et un genre anticipation, science-fiction à part entière. Et William Gibson, il est considéré comme un des pionniers du cyberpunk et son roman Neuromancer, qui avait été adapté en jeu vidéo à l'époque sur Amiga, est considéré comme le premier à avoir eu le titre de la qualification de cyberpunk. Et donc, William Gibson a écrit ce livre, donc Périphérique. Je crois qu'il y a plusieurs livres. Ça a commencé en 2014, mais ça fait depuis les années 80 qu'il écrit, et il a écrit d'autres œuvres qui ont été adaptées, comme par exemple Johnny Mnemonic, qui avait été adapté en film. Bref, William Gibson, c'est un auteur dans la veine de Philip K. Dick. Philip K. Dick est aussi, vous voyez, avec les Blade Runner, c'est du cyberpunk. C'est considéré dans le même genre, donc ça fait partie de ces grands auteurs de SF. Et c'est passionnant parce que on va développer des thèmes comme l'intelligence artificielle, une conscience humaine dans un corps de robot, bah, tout ce qu'on en trouve chez Philippe Cadic, par exemple sur Blade Runner. Tous ces thèmes-là, une apocalypse, peut-on empêcher une apocalypse avec plein de causes, une apocalypse avec plein de causes différentes. Et tout de suite, les références, on pense tout de suite à Ghost in the Shell, on pense à Matrix, il y a énormément de points communs avec Matrix, on pense aussi à Terminator 2, avec ce futur apocalyptique que l'on doit empêcher. Est-ce qu'on y arrive ou pas, ou est-ce qu'en cherchant à l'empêcher, on n'est pas en train de le faire se produire. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes qui sont vraiment passionnants. Moi, c'est ce que j'adore, hein, le post-apocalyptique, le pré-apocalyptique et ensuite post-apocalyptique. Donc toujours les dernières heures de l'humanité. Bon, vous le savez, si vous avez regardé mon live sur l'effondrement, vous savez mon avis sur la question, hein. Vous savez que on n'arrivera pas à me convaincre du contraire. Pour moi, on va vers une sorte d'apocalypse, pas apocalypse nucléaire, mais qu'on va vers la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît. Personne n'arrivera à me convaincre du contraire, hein. Chaque jour qui passe, ça renforce ma détermination. Donc, je vais continuer à voilà, aller dans ce sens-là. Et je vais continuer à vous parler de ce genre de séries qui, certes, sont des fictions, mais qui ont un fond de réalisme. Et donc, cet apocalypse est causé par 4 choses que l'on retrouve dans notre réalité. La première des causes de cet apocalypse qui a fait disparaître 7 milliards de personnes et qui a fait que ce monde a été dominé par la technologie. La première des causes, ça a été une coupure d'électricité au niveau national, au niveau quasi mondial, mais d'abord au niveau du continent américain, toute l'Amérique du Nord, coupure d'électricité. Ça fait penser notamment à l'univers cyberpunk de Cyberpunk 2077, puisqu'il y a aussi une cause de ce genre. Donc, coupure d'électricité, forcément, retour au Moyen-Âge. Et ensuite, il y a eu le réchauffement climatique avec tout ce que ça a entraîné, et aussi un virus qui a fait énormément de morts. Et à cela s'est rajouté des explosions nucléaires terroristes. Et c'est exactement tout ce que l'on retrouve dans notre monde. Alors nous, on n'a pas encore des explosions nucléaires et je pense que ça n'arrivera pas, mais je peux me tromper. En tout cas, la menace nucléaire entre l'Ukraine et la Russie, elle n'a jamais été aussi présente. Le réchauffement climatique, je pense qu'on n'a plus besoin de le prouver, c'est une réalité, on le vit tous les jours, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis. Vous voyez bien que le jour d'après de Roland Emmerich s'est déroulé ces derniers jours, ces dernières semaines, directement sous nos yeux, avec une glaciation. On a carrément des maisons qui sont congelées, qui sont recouvertes de glace, des gens qui sortent dehors déneigés, hop, ils se retrouvent surgelés. Donc, cette cause, donc le réchauffement climatique, elle y est aussi. Le virus, bon, je ne vais pas y revenir dessus, même si le Covid n'était pas le virus le plus mortel qui soit. Bon, quand on a quelqu'un dans la famille qui meurt du virus, forcément, on pense que c'est très mortel. Mais en réalité, ce n'était pas extrêmement mortel.
forcément, plus il y a de gens qui sont contaminés, plus il y a de gens qui ont de chances de mourir. Mais c'était quand même une pandémie au niveau mondial et on le sait, c'est pas la dernière pandémie qu'on va connaître. Ça, c'est y a pas besoin d'être, alarmiste, c'est même pas moi qui le dis, c'est, les chercheurs du CDC, de l'OMS et de tout le reste. Et puis les coupures d'électricité, à plus ou moins grande échelle. Bon, ben, là encore, je pense que j'ai pas besoin de chercher à me justifier, c'est les infos et l'actualité qui le prouvent. Donc, toutes ces causes de l'apocalypse, elles sont plausibles. Et à cela, on a rajouté une réflexion autour de la réalité virtuelle. Quand on confond le réel et le virtuel, quand on confond la vie avec un jeu vidéo, dans la vie, il n'y a pas de reboot, il n'y a pas de retry, il n'y a pas de continue, il n'y a pas de tu perds une vie, mais il t'en reste plusieurs. Et tout ça, c'est un thème qui revient tout au long de la série. C'est passionnant. On a une Chloé Grace Moretz qui est d'un charisme et d'un sex appeal assez affolant. Elle est ultra sexy, ultra badass. Elle porte la série sur ses épaules. Mais Jack Raynor n'a pas à rougir. Lui aussi est excellent et vraiment, il porte par son charisme la série. Lui aussi, les deux vraiment soutiennent la série sur leurs épaules. On a tout un tas de personnages, d'acteurs qui sont tous aussi bons, acteurs, actrices, que ce soit dans le présent, dans le futur, qui sont tous aussi bons les uns que les autres. C'est vraiment une série de très grande qualité et on sent que voilà, c'est une écriture pointue. On sent que c'est Jonathan Nolan et Lisa Joy qui sont derrière. Ça fait plaisir. Ça fait d'autant plus plaisir que j'avais adoré la première saison de Westworld. Je m'étais dit, j'avais pas le temps de regarder la saison 2, 3, 4. Je m'étais dit, j'attends que la série soit terminée définitivement, qu'on ait la véritable conclusion et j'enchaînerai. Et bah, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a appris, bah, il n'y a pas très longtemps, que la série Westworld était annulée à l'issue de sa saison 4. Je crois savoir que la saison 4 apporte une conclusion plutôt satisfaisante, mais c'est du gâchis quand même parce que ils avaient une saison 5 de prévue qui devait être la véritable conclusion et qu'ils ne pourront malheureusement probablement jamais faire. Peut-être qu'ils la sortiront sous forme de livre. C'est un gâchis de la part de HBO. Et j'espère, c'est la seule crainte que j'ai parce que j'ai rien à reprocher à cette série. J'espère qu'il n'en sera pas de la même chose pour Périphérique et que Jonathan Nolan et Lisa Joy pourront aller jusqu'au bout de l'adaptation des livres de William Gibson et des idées qu'ils ont, parce que probablement qu'ils ont dû rajouter des choses. Et voilà, on verra. Hein, mais j'espère que la série ne sera pas annulée dans une ou deux saisons, parce que c'est une série de gros calibre. Heureusement, elle a cartonné sur Amazon Prime Video. Dans les chiffres qu'ils ont communiqués, à un moment donné, ça a été la série la plus regardée. Puis ensuite, elle est revenue en numéro 2 parce que la série la plus regardée, quoi qu'on en dise, c'est Les Anneaux de Pouvoir de Amazon Prime, Le Seigneur des Anneaux. Donc, ça me rassure. La saison 2 sortira soit en 2023, soit 2024. Hein, c'est planifié, soit 2023, soit 2024. J'ai hâte parce que c'est une série qui, jusqu'au bout, ne déçoit pas. Contrairement à d'autres grandes séries, et vous verrez dans mon top 10 demain des séries, il y a de très grandes séries mais qui m'ont déçu sur le final de leur saison. Bah, cette série-là, le final ne déçoit pas. Il y a des rebondissements jusque dans les dernières minutes. C'est passionnant. J'ai rien d'autre à vous dire que foncez, regardez Peripheral. Ça a l'air un peu complexe en apparence, mais c'est pas si complexe que ça. Encore que, il faut bien suivre, mais c'est vraiment un pur régal si vous êtes un amateur de SF, de cyberpunk, de post-apocalyptique. Si vous aimez tout ce qui est intelligence artificielle, encore une fois, je vous dis, ça fait penser vraiment à Ghost in the Shell, Terminator 2, Matrix et de manière générale l'univers cyberpunk avec des œuvres comme Blade Runner et les jeux Cyberpunk 2077 et Edge Runners. Voilà la série d'animation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur The Peripheral, Périphérique, Les Mondes de Flynn. La musique de Mark Corven est excellente. Je vérifie si j'ai rien oublié. Ah oui, la réalisation. Vincenzo Natali qui réalise la majorité des épisodes. Vincenzo Natali, très bon réalisateur à qui on doit Cube à l'époque. Je crois que c'était en 99, j'étais au collège, donc ça devait être en 99-2000 que le film est sorti, Cube. Et ensuite, on lui doit Splice. Donc, deux très bons films de SF. Vincenzo Natali qui ensuite a réalisé énormément d'épisodes de plein de séries de SF fantastiques. Très bon réalisateur, solide. On sent que la réalisation et les effets spéciaux aussi, voilà, c'est au niveau de ce que veulent faire Jonathan Nolan et Lisa Joy. Faut espérer qu'ils puissent aller au bout de leurs idées.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et ce matin, je vous ai sorti assez tôt, vers 9 h du matin, la critique de la mini-série aussi sur Amazon Prime, DMZ avec Rosario Dawson qui est sortie aujourd'hui le 30 décembre. Donc allez la voir, c'est une vidéo en voix off, tranquille, voilà, comme ça vous la regardez sous forme de podcast. 2 vidéos dans la journée et demain donc on se retrouve pour le dernier jour de l'année, le jour des tops. Le 31 décembre, c'est le top film, le top série et une troisième vidéo qui sera dédiée à la série que j'ai préférée de cette année 2022 parce que j'ai voulu m'arrêter plus longuement sur ma série préférée et vous expliquer pourquoi elle est mon numéro 1. Vous verrez demain, bon, si vous avez suivi ma chaîne, vous savez très bien de quelle série je veux parler. Et donc, demain, voilà le programme. Midi, mon top 10 film 2022. 13 h, mon top 10 série 2022. Et 14 h, ma série préférée 2022. Focus dessus pendant une petite demi-heure. Donc 3 vidéos en l'espace de 2 heures. Et ce sont les dernières vidéos de cette année. Ça fait 5 vidéos en un week-end. Et après ça, on ne se retrouvera que le vendredi 6 décembre, le vendredi 6 janvier, pour un live où je vous parlerai du programme de la chaîne 2023. Il y a des rubriques qui vont disparaître, qui vont s'arrêter. Il y a d'autres rubriques qui vont être créées, notamment une rubrique d'actualité qui, je pense, vous fera plaisir. Je vous en dirai plus. Et puis, dans ce live, dans la deuxième partie de ce live, le vendredi 6 janvier 2023, on débriefera avec mes invités Avatar 2, cette fois-ci avec spoilers. Mais entre-temps, donc entre demain soir, 31 décembre, et vendredi 6, il n'y aura aucun contenu sur la chaîne parce que je vais me reposer. Autant vous dire que 30 vidéos en 31 jours, plus tout le reste que je vous ai fourni cette année, c'est quand même épuisant comme rythme. Et c'est vrai que ces derniers jours, là, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi. Enfin, moi, vous savez, le 24 décembre, je fais pas Noël. J'étais en train d'écrire des vidéos et en train de tourner. Donc, vraiment, je donne tout ce que j'ai pour la chaîne. Je m'y mets à fond. Mais j'ai besoin un peu de me reposer. Donc, pendant une petite semaine, vous n'aurez pas de vidéo. Mais c'est pas grave. Au vu de tout le contenu que je vous ai donné avec des séries vraiment très récentes, que ce soit Entraître sur Netflix avec Charlie Cox, 5 Days at Memorial, From, la série Lost horrifique sur Paramount+, plus tout le reste, tout ce que je vous ai mis, des adaptations de jeux vidéo, bref, plein de choses. Je pense que vous avez largement de quoi regarder en cette première semaine de janvier. Et ensuite, au mois de janvier, on va se retrouver pour beaucoup de contenu et je suis déjà en train de préparer le contenu du mois de janvier. En espérant, on croise les doigts et surtout, on n'arrête pas de demander à Amazon Prime sur les réseaux sociaux, comme je l'ai fait, en espérant que soit Amazon Prime, soit OCS, mais OCS, à mon avis, il ne faut pas trop y compter, que Amazon Prime nous diffuse The Last of Us en même temps que les US, parce que sinon ce serait une catastrophe si on l'avait en différé. Il faut qu'on l'ait en même temps, comme ça a été le cas pour Le Seigneur des Anneaux ou House of the Dragon. Malheureusement, si c'est pas dispo, j'en parlerai pas sur la chaîne. J'attendrai que ce soit dispo. Je veux attendre que ce soit dispo légalement pour vous en parler. Mais si c'est dispo légalement à partir du 15 ou 16 janvier, on se retrouvera pendant 2 mois pour des reviews et des lives chaque semaine, comme on avait fait pour House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux. Il faut vraiment espérer que la série soit dispo. J'attends. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation ni d'information. Peut-être qu'on va avoir au début janvier plus d'infos. J'ai demandé à Amazon Prime, j'attends toujours la réponse, mais je pense qu'on est énormément à attendre des infos sur une diffusion française. Voilà. Merci à toutes et à tous. Passez un bon week-end et n'oubliez pas, demain, on se retrouve pour top film, top série et vidéo dédiée à ma série préférée 2022. Tout ça entre midi et 14 h. Passez un bon week-end, portez-vous bien et ciao tout le monde.